On attend le minuteur. Est-ce que le minuteur est là? Oui, non. Ouais, je vois qu'il y a du monde déjà. Ah, bah oui, oui, bien sûr. Eh oui, les amis, comment allez-vous? Hein, on va démarrer professionnellement parlant avec un retour son. Et ensuite, je vais vous saluer. Et puis, on va démarrer un super live. Hein. Donc, c'est le live invité. Hein, il y a qu'une personne. Donc, je le dis, hein, s'il y a des gens qui veulent monter, c'est vrai que c'est pas explicite. Des fois, le mercredi, on fait monter. Nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir El Locas. Faites-moi un petit retour son quand même, hein, pour que je sois sûr que vous m'entendez. Salut Jeanne, salut Kamel, salut Domenico, salut tout le monde, salut Fadi. Juste dites-moi 5 sur 5. Voilà. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Je sais pas. C'est quoi le sujet? C'est de me dire si tu m'entends bien. Ah, 5 sur 5. Merci Philippe. Enfin un pro. Voilà. Ben, on va vous saluer un petit peu, hein, vite fait, bien fait. Hein. En tout cas, salut Stéphano, hein, le premier. Les premiers seront les premiers aussi, il paraît. Qui y a encore? Allez, 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 allez. Je speed. Stéphano, ensuite. Sophia, bon appétit Sophia. Qui y a encore? Allez, allez, allez. Stéphane BKS, salut Stéphane, salut Domenico. Oula, je fais trop défiler, je fais défiler trop vite et je fatigue. David Mera, comment tu vas? euh, Jeanne, bien à toi Jeanne. Ping Pong, Fadi, il y avait Kamel aussi. Kamel H. Salut Kamel. Salut discussion de AI. Le sujet, c'est l'invité. On invite quelqu'un et on découvre. Tu vas le découvrir, le sujet. Ah, on va parler de sociétal, pas mal. Dino Beretta. Non, c'est Dino ou Dina? Dina Beretta, pardon. C'est la sœur de Dino Beretta. Bruno Bazzi. Qui y a encore? Lucifer, bien à toi. On a même Lucifer sur cette chaîne. Hein. Vous voyez les mecs, on a Mohamed Chawashi aussi. Salut Mohamed. On a Pierre, on a Ami, on a Silvio. Ah, bah, ça arrive. On a Jean-Jean, Philippe Malvaux. Re-salut Philippe. Chérir, Kat Log, Mohamed Voss, Re-Lucifer, Re-Ping-Pong, Re-Stéphano Popo. Salut Hakim. Salut Big Larsen. Salut Albatros, bien sûr. Salut, comment tu vas Albatros? Le roi Morvan, Fadi, allez, allez, on fait vite le tour, et puis, hein, hop, 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 David Lucas, qui y a encore, Alberto Zagana, j'adore ton pseudo, je vais me faire appeler comme ça, Rayado Zagana, si, ça claque. Comment vas-tu? El Loca, je suis très content de t'avoir, je voulais t'avoir en format invité, eh ben, on y est, et puis en plus, avec un excellent son. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais super bien. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est toujours Super, valable Ah, ok, super impeccable. bien, super bien. Bah écoute, bah, je suis déjà content, tout simplement content que tu m'aies invité. Déjà, quand je vois un peu le palmarès déjà que tu as ton tableau de chasse, je me dis je suis bien un petit joueur à côté de ceux que tu as pu déjà recevoir. Donc ouais, voilà, c'est touchant aussi dans le sens où ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble et qu'on avait déjà évoqué ce format-là et souvent pris par l'actualité, par nos emplois du temps respectifs, parce que il faut rappeler une chose, c'est que même si on arrive à faire quelques deniers chichement avec les réseaux, avec YouTube ou d'autres supports, ça reste avant tout une passion de prendre la parole et peut-être aussi dans mon cas, alors je sais pas si je parle pour toi, mais un besoin de s'exprimer, un besoin de partager avec des gens qui quelque part viennent s'encanailler avec des bonnes ou des mauvaises idées. Euh, Ouais, l'expression est trop coûteuse en société, l'expression totale et honnête. Et j'insiste sur le travail d'honnêteté et sur le travail de sérieux et de sincérité. Parce que on peut se tromper, je peux me tromper dans mes analyses, dans mes tentatives de prédiction. Il y en aura une ce soir. On en a un peu discuté en off pour préparer le sommaire, parce que oui, on bosse pour nos émissions. Voilà, quand on fait des prédictions, quand on vient s'exprimer à un micro, sur une plateforme, c'est pas pour gagner des pécadilles. Et attention, hein, je critique absolument aucunement ceux qui arrivent presque même à en vivre, tant mieux pour eux. Mais c'est pas ça la démarche initiale, même pour les gens qui ont réussi à en vivre. C'est à un moment donné de prendre la parole et sortir du rang. Et c'est peut-être plus facile à faire avec cette modernité qui nous est offerte. Je sais pas ce hmm. que tu en penses. Ben écoute, moi je partage totalement. Moi je fais les choses, j'arrive à un âge, puis je me suis donné ce petit luxe de faire les choses quand je veux, avec qui je veux,
comme je veux pour être en adéquation avec moi-même, pour me développer moi-même et faire les choses avec plaisir. Quand je viens sur ma chaîne, c'est une drogue. Je veux dire, c'est beaucoup de travail, mais je Mhm. m'en plains pas tant que ça. C'est une drogue parce que je vais retrouver des gens, je vais faire ce que j'aime le mieux, je suis en adéquation avec moi-même. Je dis les choses franchement, vous me connaissez. Je suis avec mes amis du web certes, mais mes amis. Certains ont mon numéro, certains communiquent avec moi. Vous me donnez de la force. C'est ça avant tout. Hein. C'est pas. Sinon, Enfin, moi, je pourrais faire autre chose. Je suis hyper actif. Je pourrais. Et c'est surtout ça qui me fait plaisir. Et puis, le plaisir de se rencontrer pour pouvoir parler futilement, mais aussi sérieusement, pour analyser. Nous formons tous ensemble depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 2, 3 ans. Allez, on va même aller jusqu'à 2020. On forme un cerveau global et ce cerveau global, il se démerde pas trop mal. On n'est pas trop mauvais tous hein, sur le chat, ceux qui montent, ceux qui m'écrivent, ceux qui m'envoient des liens, ceux qui échangent avec moi, etc. À nous tous, on arrive quand même à dégager une certaine analyse intéressante. Ça aussi, c'est pas mal. On construit ensemble, tout en prenant du plaisir. Et puis le reste, on en a rien à foutre, j'ai envie de te dire. C'est pas très grave, ça m'intéresse pas ce soir. Je suis venu prendre du plaisir avec quelqu'un que j'aime bien et avec vous, les amis que j'aime bien, dans votre globalité, dans votre particularisme. Voilà, donc ouais, je te suis à 100%. Mhm. Et moi, je rajouterais que à l'époque où on s'est connus, enfin, quand je dis c'est connu, c'est quand je suis monté les premières fois sur tes lives et qu'après, petit à petit, j'ai pu prendre plus la parole qu'à mes débuts, ce qui est logique, hein. Tu montes une première fois, tu te fais connaître, tu fais connaître aussi tes idées, ton style, parce que quand je parle de moi, je pense à d'autres, hein. Je pense à des gens comme Tuga qui nous a quittés depuis un petit moment. Je pense à Albatros Parisien que tu as cité. Je pense à des artistes comme Stefano Popo qui lui a une parole davantage dans la création que l'expression directe. Je pense à Jungle également avec qui j'ai pu jongler parfois. Kemra Dorion qui a disparu aussi, qu'on voit plus trop. Mais voilà, c'est autant de personnes qui sont passées. Et en fait, cette chaîne, si tu veux, Rayad, moi je la vois et sans offense aucune, comme un troquet amélioré. C'est-à-dire qu'on vient ici avec l'envie de passer un bon moment, d'échanger avec des gens qui pourraient être nos amis du quotidien si on avait la chance de faire les mêmes boulots, d'être dans les mêmes lieux de vie. Et je pense que c'est ça qu'offre Internet, c'est d'être en mesure de se faire des niches intellectuelles différentes de celles que la société traditionnelle pouvait nous offrir. Et c'est en ce sens que je me considère comme un progressiste. Parce que petit à petit, on va venir à définir un petit peu qui nous sommes. Enfin, en tout cas, moi, je vais le faire puisque tu me donnes cette possibilité-là. C'est d'expliquer un petit peu mon parcours, d'expliquer comment j'ai atterri sur ta chaîne. Et tout ça, il y a un cheminement. Et dans ce cheminement, euh, on essaye d'être, je crois, et c'est ça qui est dingue, c'est derrière des pseudos, le plus honnête intellectuellement possible. Alors que dans la vie de tous les jours, on se balade avec nos noms et prénoms et on est obligé d'adopter des postures pour pouvoir survivre. Et alors que lorsqu'on vient sur Internet, c'est un espace de liberté, un des rares qui nous reste et qui moi, me paraît presque comme étant total, à la nuance près, qu'il y a des fois du contenu qui peut être censuré, des propos qui peuvent être censurés et des positions qui peuvent être, je dirais, shadow ban, un petit peu masquées, quoi. C'est... Bon, excuse-moi, hein, j'ai fait le youtubeur de base qui a Non, non, utilisé un non, non, anglicisme. non, c'est ton Mais, live, c'est ton live. C'est ton live. mais écoute, J'en profite juste pour saluer Tuga, quelqu'un que je respecte et que je salue, voilà, avec amitié. Voilà, je tenais à le dire. Et je te laisse reprendre. mais je crois qu'il manque beaucoup à ma chaîne et à la tienne, et il manque aux gens qui l'appréciaient parce que il avait une rudesse parfois dans le propos, une espèce d'intolérance parfois avec des réflexions qu'il pouvait considérer comme médiocres, mais en tout cas, il amenait ce qu'on appelle du contenu et il y avait un travail derrière. Et on sentait aussi, et ça c'est toujours plaisant, euh, sur cette chaîne montent des gens avec des profils absolument totalement différents. Il y a une forme d'éclectisme. Et ça aussi, c'est très important sur cette chaîne, je trouve. On peut avoir des gens qui sont dans le sens noble du terme des prolétaires. On peut avoir des gens qui sont CSP, CSP+. On a même des juifs qui viennent nous voir, des musulmans, des cathos. On a tout le monde en fait. Et je pense que cette chaîne-là,
Si elle a pu déranger par moment, je crois que c'était justement ça qui posait problème, c'est que c'était une chapelle sans en être une. Tu vois le paradoxe? C'est-à-dire que toutes les autres chaînes, à part peut-être ce que faisait Tepa à l'époque, donc même quelqu'un qui était iconoclaste comme Soral, une fois que tu écoutais cette chaîne-là, tu étais étiqueté, estampillé. Alors que quand on écoutait, ou qu'on écoute toujours d'ailleurs la chaîne Los Locos, tu peux à n'importe quel moment passer le lien de la vidéo qui t'intéresse plus qu'une autre et le donner à quelqu'un. La personne va recevoir le produit comme un ovni et essayer de comprendre comment déjà de une tu as trouvé cette chaîne et de deux de dire bon le mec il dit pas enfin c'est intéressant tu vois moi j'ai déjà fait l'expérience sociale quoi de dire bah écoute mets la chaîne Los Locos et dis-moi ce que t'en penses au même titre que je pouvais en conseiller d'autres et le retour est souvent celui-ci c'est euh, ouais c'est intéressant ce que dit le mec mais Parle-nous de c'est la difficile. chaîne, parle-nous de la chaîne El Loca surtout. Alors, bah, la chaîne Les Lécois, il y en a beaucoup moins à en dire. Si tu veux, j'ai presque envie de te dire, avec modestie, que c'est une chaîne déversoir. Il y a toujours un moment donné où professionnellement j'ai du temps, et donc du temps libre que je ne consacre pas sportivement. Et je suis un ancien animateur radio, je peux même le dire, hein, j'ai échoué dans ma volonté de vivre de ma passion. Non pas que je m'en suis pas donné les moyens, mais je n'ai pas fait preuve de certaines allégeances dans des moments peut-être qui auraient été opportuns. Je peux narrer une petite anecdote. Je bossais pour une radio. Je vais volontairement pas parler du lieu, mais juste pour situer, à un moment donné, dans cette radio-là défilaient des gens comme Manuel Valls et d'autres. Et à un moment donné, on aurait pu pérenniser ma situation en tant qu'employé, parce que j'étais juste chroniqueur à l'époque bénévole, et j'aurais pu devenir chroniqueur rémunéré. Et pour Hmm. cela, il fallait monter un dossier administratif euh, et qui était subventionné par la région. Mais malheureusement, étant donné que j'étais fraîchement sorti, diplômé, et que j'étais un universitaire sur le tard, c'était pas des contrats qui étaient, disons, calibrés pour des personnes ayant un profil facilement insérable. Voilà. Et je tais le propos. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'avais déjà compris là que si professionnellement je voulais être à ce poste-là, il fallait déjà commencer à faire ce qu'on appelle des montages un petit peu administratifs pour pouvoir prétendre à un emploi. Et ça passe par du truchement, ça passe par bah, va voir telle personne de tel service, dis-lui que tu viens de telle part pour travailler avec telle personne, etc., etc. Et cetera. Et quand vous êtes dans une logique où le Pôle emploi doit regarder un petit peu la nature du contrat, pour ceux qui s'en souviennent, c'était les contrats dits contrats CUI, CAE. C'était les Ouais. contrats aidés. Hmm. Mais en Hmm. fait, les profils qu'ils recherchaient, tu avais affaire à du bac plus 5, bac plus 7 sur certains profils. Sauf que c'était en théorie des contrats qui devaient aider les gens qui avaient une difficulté à l'insertion à l'emploi. Voilà. C'est ça. C'est C'est et ça, j'en ai profité de ce type de contrat. Ils sont surtout destinés, non pas, comme tu le dis, des bacs plus 6, plus 7, mais surtout à des gens qui ont des difficultés pour se réinsérer, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils ont changé de domaine, ils sont peu qualifiés, etc. Et bon, enfin bref. Mais moi, Mais je vais juste... c'est passionnant ce petit sujet. Pourquoi? Hmm. Non pas que mon cas est passionnant, loin de là. C'est en fait que j'ai fini par, dans une autre radio, faire ce type de contrat. Mais j'ai dû passer par une situation administrative absurde où j'ai dû Hmm. être sans emploi. Donc en fait, si tu veux, toute l'absurdie de notre système qui est ankylosé, là, ça en est un exemple parfait. Et en fait, c'est comme si on pouvait multiplier à chaque domaine euh, où l'État est quelque part consulté dans une décision ou dans un système qui est mis en place, à des choses complètement abracadabrantesques. Ça fait une petite semaine maintenant que j'écoute médiatiquement, on parle par exemple euh, de la fraude sociale, de la fraude fiscale, pardon, lapsus. Euh, si tu demandes à n'importe qui, euh, donne-moi une fraude que tu constates jour après jour en France,
on va avoir mais pléthore d'exemples. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon moi, hein, il y a une sorte de lenteur administrative que si tu veux défaire quelque chose, c'est encore plus complexe à défaire que de laisser les choses en l'état. Et donc, Mm. c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à une démission du politique et qu'on en vient à des politiques qui sont uniquement là pour se servir en final et servir les copains. Une sorte de plutocratie, mais la plutocratie, on imagine toujours la corruption ou le détournement de fonds à grande échelle et centralisé. Non, mais c'est absolument Le, monnaie courante le problème, à n'importe quelle strate de la société, ne serait-ce que pour l'attribution d'un logement ou peut-être d'une place en crèche pour vos enfants. j'allais dire, alors plusieurs choses. Je veux rebondir sur deux choses. Et la deuxième en premier. Bon, ça paraît paradoxal dit comme ça, mais on parle surtout de fraude sociale parce qu'on s'en prend aux pauvres qui frauderaient socialement, alors que c'est très peu par rapport à la vraie fraude fiscale. Et la vraie fraude fiscale, les milliards que l'État ne récupère pas, ou les milliards qui disparaissent, ou les millions qui disparaissent, c'est souvent des grandes fortunes, c'est souvent des gens qui sont cachés et qui eux défiscalisent, utilisent tous les moyens pour pas payer des impôts en disant on en paye assez, nous on paye 10% des riches payent 50% des impôts. Ce qu'ils oublient, c'est que l'impôt, là ils parlent de l'impôt direct, c'est 10 fois moins, 50 fois moins que la TVA que tout le monde paye. De plus, ces gens, ils font de l'argent dans des pays. Ils utilisent les infrastructures du pays. Ils utilisent le capital humain de ce pays. Ils utilisent tout ce que ce pays a et voilà. Mais ça dérange, tu vois, ça dérange parce que eux, avec la mondialisation de l'économie, ils te disent, écoute, si t'es pas content, on va ailleurs, on va en Irlande, on va ailleurs et puis on continue. Et il est là le problème. Première chose. Moi, je vais revenir sur ta chaîne et sur toi. Moi, franchement, et là, ce que je dis, je le dis un peu en connaisseur, t'es fait pour la radio, tu es fait, franchement, tu es fait pour la radio, tu as le ton, tu as l'espièglerie, tu as tout. Et moi, je suis étonné que t'aies pas pensé à faire de ta chaîne une radio libre où tu reçois les gens, tu les recadres, tu sais, une fois par semaine ou deux, radio libre, tous les thèmes, ou alors un thème bien choisi, parce que franchement, t'es fait pour ça. Et en plus, ça suppose moins de travail, parce que là, t'as le bagage déjà, que de faire un truc thématique où il va falloir faire une veille, etc. Hmm. Moi, ta chaîne, je suis encore, enfin, c'est une suggestion que je te fais, mais je pense que tu y as déjà pensé, mais t'es fait pour la radio et les gens, ils en auront le cul des médias classiques. Et comme je te le disais en privé, ce que nous faisons tous, je veux dire, il y a personne qui fait quelque chose d'original. Tout le monde fait. T'as beau te creuser la tête sur YouTube, tout le monde a déjà fait ce que tu fais. C'est quoi la différence entre nous qui Hmm. parlons d'information et d'autres? C'est notre personnalité, la manière de raconter l'histoire, la manière de la proposer, la manière de l'expliquer. Bon, ça suppose des petites compétences. Voilà, entre Hugo Décrypte et moi, elle est là la différence. Et donc les gens veulent aussi voir des personnes, des personnalités. Et toi, franchement, t'as la personnalité, t'as les compétences pour faire de la radio libre. Je veux dire, t'as bossé dans la radio, tu sais ce qu'on demande, hein. Tenir le crachoir de manière pertinente et que les gens, en fait, tu deviens une drogue, ils ont Il envie y de a même un t'écouter. ton, hein. Il y Il a y a un même un ton, ton. voilà. Enfin, voilà. Je sais Hmm. pas ce que tu penses Et de tout ça. d'ailleurs, tu sais que ça me dérange pas de pousser la caricature quelle qu'elle soit, mais je peux très bien te faire bonjour et bienvenue, vous êtes en direct. Tu vois, Mhm. il y a une manière de parler qui n'est pas appris, qui n'est pas enseigné, mais quand tu aimes quelque chose sincèrement, tu écoutes tu t'inspires de ce que font les meilleurs. Euh, Tu vois, là, par exemple, quand tu me parles de voix, de ton, quand tu entends, maintenant il a perdu un petit peu sa voix, elle chevrotte plus qu'avant et la cigarette a dû passer par là aussi. Mais tu prends et la vieillesse aussi, parce que quand tu vieillis, tu as un souffle différent. Euh, tu prends quelqu'un comme Christophe Ondelat, Ouais. Pierre Bellemare. Mhm. Ces mecs-là, putain, quand ils commencent à parler, t'as juste envie de t'asseoir dans le canapé et dire bon, bah t'arrêtes ce que tu es en train de faire et emmène-moi dans ton histoire. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire de la radio, j'y suis arrivé avec ma voix de tous les jours, on va dire. Et après, tu sens aussi comment tu dois arriver à la positionner. C'est un peu comme un chanteur quand il sait à un moment donné à quel moment il va pouvoir prendre son souffle ou pas. À quel moment aussi il va utiliser une phrase parce qu'il est en train de penser à une autre et qu'il ne veut pas avoir ce qu'on appelle de blanc.
le blanc est l'ennemi de l'amateur de radio. Mais quand tu me dis que c'est un ton que j'ai et un style que je devrais continuer à creuser, ben, sincèrement, j'ai eu un petit parcours en radio associative, en radio amateur, j'ai eu des contrats rémunérés, mais j'avais atteint ce qu'on appelle un plafond de verre, le plafond de verre radiophonique. Parce qu'après, tu as les radios, je crois que si je dis pas de bêtises, de catégorie C ou A, je sais jamais, hein, il y a A, B, C, et je sais jamais si c'est la A ou la C qui est la professionnelle avec possibilité de diffuser de la pub. Bah, ce sont les grandes radios que vous connaissez tous, RTL, Europe 1 et j'en passe. Et ces radios-là, bah forcément, tu sais, c'est comme quand tu fais de la boxe amateur, et tu te dis pourquoi pas à un moment donné le contrat pro. Et je me suis dit pourquoi ne pas postuler à RTL, à Europe 1 et arriver à me positionner dans des radios, on va dire, mainstream. Et là, en fait, c'est passé deux choses. La première, c'est que je trouvais, et déjà j'avais un jeune âge à l'époque, hein, pas comme maintenant j'ai 35 ans bien tassé, on va dire. Euh, j'ai eu j'ai eu l'envie de faire de la radio parce que j'aimais cet exercice de style et que les émissions que j'écoutais, c'était soit ça pouvait être les grosses têtes, ça pouvait être des émissions sportives et c'était pas vraiment des émissions politiques. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'objet politique, j'ai vu à quel point c'était très mal traité. Et je m'étais dit hein, que j'allais quoi essayer de faire un parcours dans des médias parce que attiré par ce qui se fait de mieux, mais ce qui est proposé, ça commençait à être de moins bonne qualité qu'un type qui fait des vidéos YouTube. Et là, ça a commencé déjà à l'époque à me perturber. Et on n'en était pas encore au tout réseau social, on n'en était pas encore à tout le monde avait son compte Twitter, Insta, et quelque part, tout le monde est devenu un petit peu un journaliste. Moi, si vous me demandez quelle était ma passion enfant, c'était la bande dessinée, et je m'imaginais en Tintin reporter, gamin. Voilà, c'était mon imaginaire. Donc, tout le monde est devenu quelque part journaliste de son quotidien, avec les possibilités qu'on a de s'informer, je trouvais que les productions n'étaient pas de qualité. Mais c'est pas pour autant que je voulais pas y travailler. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que j'ai été démarché dans des radios associatives, qu'on a reconnu mon travail, que tout le monde me dit que je pourrais passer la marche au-dessus, et que jamais, au pays de la démocratie, de la liberté et au pays du possible, qu'un strapontin me soit proposé. C'est jamais arrivé. Donc je me suis intéressé aux radios dites commerciales. Et là, en fait, c'est là que j'ai commencé à déchanter et j'ai aussi déchanté politiquement au même moment. Parce que j'ai compris, en fait, que l'information en France, globalement même, j'irais jusqu'à dire que c'est le cas en Europe, elle est gangrénée par des minorités. Et ces minorités sont sur base, et là je pèse mes mots, communautaire et ethnique, et ou, je dis bien et ou, orientation de genre. Et pour vous donner un exemple tout bête, j'ai travaillé sur une radio associative dans laquelle un chroniqueur que je trouvais bon, hein, mais qui était plus jeune que moi. Sans langue de bois, je vais vous le dire honnêtement, c'était un très bon chroniqueur. Il avait un truc. Il avait même, selon moi, un truc pour la télé, parce qu'il avait en plus une belle gueule. Bah, ce mec-là, j'ai appris quelques années plus tard qu'il avait bossé à Europe 1. J'ai appris, au même moment où j'ai appris cette nouvelle-là, qu'il était passé sous le bureau de M. Morandini. Oui, attends, je finis. Et bien des années plus tard, et là ça remonte il y a 1 ou 2 ans, on se retrouve avec Morandini qui a des histoires de procès au cul. D'accord? Et je suis pas en train de vous dire que c'est ce mec-là en question, absolument pas. Mais en fait, c'était une pratique qui était courante. En fait, en radio, dans les médias, la presse écrite un peu moins, mais dans le milieu de la mode, dans le milieu de la publicité, dans énormément de milieux, il y a pour les jolies filles un droit de cuissage,
pour les hommes, une forte recommandation à ce qu'ils soient homosexuels. Et si tu n'as pas ces deux qualités-là, d'être en fait quelqu'un qui est prêt à ouvrir ton fion ou une meuf, il reste une possibilité, c'est une possibilité communautaire qui accélère ton ascension. Et Ouais. c'est en ça que j'ai pu être à une époque sensible à des discours du type soralien. Mais je ne pouvais pas non plus, et ça donnera l'objet à un sujet que j'ai envie de développer avec vous plus tard, je ne pouvais pas partir non plus dans le tout complotisme non plus. Parce que moi, je refuse de voir ma société. C'est pas que je refuse, c'est que c'est pas le cas. On n'a pas une espèce de tête pensante qui va articuler une communauté ou qui va articuler des minorités sexuelles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tu as des gens qui sont agissants et opérants et d'autres qui coopèrent parce que c'est leur intérêt. Ouais. Pour la faire simple, si je suis un fudge homosexuel allez, on va faire mieux, fudge homosexuel, femme lesbienne, bah j'aurais tort de m'en priver pour faire une petite carrière même si j'ai pas de talent. Ouais, Et ouais. c'est comme ça, en fait, que naît la corruption. On peut sortir de ces exemples-là. On peut prendre peut-être, par exemple, le Périgord, où tu aurais quelqu'un qui voudrait s'implanter dans la vente de confiture et de fromage et qui est super doué pour ça, sauf qu'il vient pas de la bonne famille, qui historiquement tient la rue, tient les fermes avoisinantes. Et en Je fait, peux, je peux nuancer ces après? ambitions sont mortes dans l'œuf. Oui, Je peux nuancer. je t'en prie. Déjà, Soral ne fait que nommer des faits et montre clairement une emprise, effectivement, par une minorité agissante, c'est toujours le cas. C'est le préambule à toute sa pensée, hein, c'est que c'est une minorité agissante et la majorité soit en profite, soit s'en fout, soit voilà, et toujours se rappeler de ça. Mais comment dire ça? Le problème du lobbying, parce qu'il y a toujours du lobbying. Le problème des réseaux, le problème, parce que c'est bien ce que tu dis, tu parles de mécanismes. Effectivement, on pourrait remplacer un tel par une autre ethnie ou une autre communauté, on verrait probablement, à conditions égales, les mêmes mécanismes se produire, effectivement. Mais le souci posé par le mécanisme aujourd'hui, c'est qu'il a une emprise sur la vie des gens, sur la vie d'un pays, sur tout, sur ses finances, sur sa politique extérieure, sur sa politique étrangère, sur sa destinée. C'est de ça dont on parle. Un ensemble de minorités agissantes qui se sont liguées, hein, parce que c'est pas les seuls, qui se sont liguées pour diriger des pays, pour faire rentrer leurs potes, pour les faire monter en 50 ans, pour gangréner totalement des pays. C'est de ça dont on parle. C'est ça qui fait peur. C'est pas juste des gens qui tiennent le show business et qui veulent te laisser rentrer ou pas, parce qu'on pourrait parler à ce moment-là des commissaires-priseurs, je sais pas, du Sud-Ouest. On pourrait parler parce qu'il y a des écoles ou des Auvergnats avec leur brasserie. Là, on est dans des De mécanismes. friculture. Ouais, voilà, tu vas ouvrir une L'ostréiculture. brasserie. Voilà. Mais là, on parle de gens qui tiennent les cours de justice, qui tiennent les gouvernements, qui nomment des premiers ministres, qui lèvent le bras à un président, qui dirigent et qui dirigent pas. Et tu vois, avant les hommes politiques, j'en reviens aux hommes politiques aussi. Avant les hommes politiques, ils volaient un peu, mais ça se tenait. Il y avait un cadre. Aujourd'hui, les mecs sont incompétents et c'est pas ils volent, c'est ils ont vendu leur peuple. Carrément, ils ont vendu leur peuple et ils continuent à leur mentir. On est dans ça, donc voilà pourquoi je nuance en disant que c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce mécanisme-là, il Très peut bien, te très tuer, bien. il tue un pays. Il est là le problème. Et c'est pas seulement les gens auxquels vous pouvez penser que je vais pas nommer là pour des raisons de tranquillité, parce qu'il y a plusieurs lobbies agissants, comme il y a des familles mafieuses qui agissent. Ça les empêche pas des fois de s'embrouiller, mais en tout cas, tous ces gens-là travaillent et mènent l'histoire dans une direction bien précise qui arrange des gens au-dessus d'eux, qui laissent faire ces mécanismes. Hein, parce que le nouvel ordre mondial, c'est pas le vendeur d'armes qui se fait des milliards. Celui-là, il s'en tape du nouvel ordre mondial. Il fait de l'argent. Donc, ça l'intéresse la guerre en Ukraine. Mais au-dessus de lui, il y a des gens qui ont un plan plus global. Et c'est quand on remonte comme ça que si tu trouves qu'il y a des gens qui, par effet de levier, qui par ingénierie sociale, arrivent quand même à diriger le monde. Parce que contrairement à ce qu'on dit, le monde, il est peut-être multiple, mais il n'est pas si divers que ça. Et pour le diriger, il faut quoi? 40, 50 ans. L'œuvre du diable. Voilà, je me tais, excuse-moi. Mais pas du tout. J'en profite pour prendre des notes au fur et à mesure. Par exemple, là, j'ai lu dans le chat qu'on évoquait et je sais pas de quelle façon c'était évoqué, mais j'ai vu son nom apparaître. Elisabeth Lévy, voilà. Bah, j'ai une anecdote la concernant, histoire véridique, hein. Hmm. Euh, j'ai un très bon ami à moi qui avait qui était plus, enfin, comment dire, comment expliquer les choses. Comme ça, vous voyez bien le tableau.
J'ai un très 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 bon ami à moi avec qui j'ai fait les 400 coups, d'accord? On a grandi ensemble, on était à l'école ensemble, et il avait un grand frère qui lui faisait des études, je crois pour être vétérinaire à l'époque. Euh, et le type en fait était étudiant, un étudiant lambda. Et un jour, donc je discute avec mon pote et il me dit, ah tu sais mon frère il va être dans un article. Je dis, ah bon, mais de quoi tu me parles? Et je dis, mais un article de quoi? Il me fait, ah je sais pas, et je sais plus si c'était le Point ou l'Express, où il y avait un espèce de document, fascicule sur la condition de la vie étudiante. Et à un moment donné, il y a une interview d'illustration. Vous savez, quand vous prenez un article, vous allez vous retrouver avec une étude sur combien ça coûte à des parents pour être aidés, pour que leur enfant étudie dans des bonnes conditions, la différence entre une inscription à l'université en France ou à l'étranger. Et dedans, tu as toujours un passage où quelqu'un est interviewé. Et ben lui se retrouve donc dans le journal, enfin dans l'Express ou le Point, je sais plus c'était quoi, et il se retrouve en photo sur son lit d'étudiant avec des phrases où il aurait été interrogé pour cet article. Et là, je regarde mon pote, je lui dis mais comment ça se fait que le mec, enfin je sais pas, il est étudiant quoi. Comment ça se fait que pourquoi il atterrit dans comment quel est le mécanisme? Il me dit ah mais il connaît la personne qui a fait l'article. Je dis, ah, c'est intéressant. Et je dis, c'est qui a fait l'article? Il me dit, c'est Elisabeth Lévy. Je dis, ah, c'est intéressant ça. Et pourquoi je trouvais ça intéressant? Parce que c'était le nom de jeune fille de la mère. Voilà. Hmm. Donc en fait, ça, le type n'est pas dans une conspiration judéo-maçonnique qui fait que le type va atterrir dans un journal, mais quelque part, le fait que putain, si on demande quelle est la condition de vie étudiante en France et qu'on fait un article là-dessus, moi, j'ai pas envie que l'article soit écrit par Madame Lévy et que l'exemple type de l'étudiant serait ce jeune homme, que je Ben connais oui, au demeurant, j'ai aucun problème avec lui, sauf qu'il n'est pas représentatif de la société. Et ben, c'est c'est ça. exactement le problème moi je regarde mes médias traditionnels. C'est-à-dire qu'on va me faire parler des Français, on va me faire parler des gens, mais en fait, c'est pas des Français, quoi. Hmm. Si, c'est des Non, Français. Techniquement, oui, mais ils ne sont pas représentatifs. En fait, si tu veux, moi, j'aimerais un Français, quand il est interviewé, il doit correspondre plus ou moins à la moyenne ou à la norme de ce qu'est un Français. Et je vous entends déjà me dire, il y a eu tellement de brassage, de diversité. Eh bien, justement, donnons la parole à des gens de manière représentative. Mais quand tu ne représentes que 1% de la population totale, tu devrais avoir un temps de parole peut-être de 1%, non? eh ben, il C'est un paraît que exemple. c'est antisémite de dire ça, il paraît. Non, non, moi je ne le suis pas. Qu'on vienne me le dire que je le suis. Moi, je vous le dis ici, j'ai quelqu'un dans ma vie qui a compté pour moi. Et ce type-là est un juif. Et qui il était? Bah, tout simplement le père du pote que je vous ai cité. Vous savez, dans la vie d'un jeune homme, quand il a 12, 13, 14, 15 ans, et que sa tête, elle est un petit peu fendue, et que des gens vous remettent pas dans le droit chemin, non. J'attendrai jamais que personne me remette dans le droit chemin. C'est quelqu'un qui m'accompagne et qui m'aime en humanité. Comment voulez-vous derrière après développer C'est pour ça que quand on traitait Alain Soral d'antisémite, je me suis dit pourquoi pas. Mais quand on venait traiter Dieudonné d'antisémite, j'avais un problème. Est-ce que vous allez nier qu'il est encore pote avec Elie Semoun? Personne ne le peut, même pas Elie Semoun. Tu veux que je te dise un truc? Moi, je pense qu'Alain Soral, il est moins antisémite que Dieudonné. C'est mon point de vue, hein. Je Peut-être. pense que, je Peut-être. pense que Dieudonné, c'est un vrai antisémite parce qu'il sort des clichés à la con. Tu sais, les juifs et l'argent, les conneries comme ça, c'est des clichés de merde, hein. Alors, en vérité, faut le dire, non, mais faut être honnête. Et alors que Soral, lui, ne fait que citer des faits, ne fait que montrer des choses, et il a toujours séparé le français juif de la minorité agissante. C'est ce que nous faisons aussi. Maintenant que les gens parlent d'antisémitisme, et on va vite sortir de ce sujet, moi j'en ai plus rien à foutre. Tu peux pas discuter avec des gens de mauvaise foi. Déjà, dès le départ, le débat il est biaisé. Ils cherchent pas à argumenter, ils cherchent juste à t'incriminer. Donc voilà. Donc leurs accusations d'antisémitisme, elles tiennent pas la route parce que c'est pas vrai, parce que on sait ce qu'on est. Et nous, par contre, on nous empêche pas d'exprimer les choses et d'appeler un chat un chat. C'est tout. Voilà. Parce que moi, je vais expliquer très simplement.
comment j'en suis venu à ne pas être parce qu'en fait, même les termes qui sont utilisés, ils sont pas justes, quoi, comme antisémitisme, islamophobie, en fait, même christianophobie, en fait, euh, jésuophilie. En fait, tous les termes ne veulent absolument rien dire. Ce qu'il faut être capable de définir, c'est son ressenti et la capacité à pouvoir se dissocier de son être. Et justement, je vais continuer un petit peu la présentation de mon profil parce que c'est un peu l'objet de l'émission qu'on est en train de faire. C'est vous expliquer que toutes les chroniques auxquelles j'ai pu participer se font avec un point de vue que j'essaye d'avoir le plus neutre possible, tout en n'oubliant pas ce que je suis. Mm. Mais alors qui es-tu, El Locas? Eh ben, El Locas, t'es un Anglais algérien né en France. Voilà, très simple. Ou très compliqué en apparence. Parce qu'en fait, c'est des origines qui s'accompagnent aussi de dogmes religieux qu'on décide d'accepter ou non. Et je vous le dis très clairement, le dogme religieux, quel qu'il soit, je ne l'ai jamais accepté. Jamais. J'ai accepté l'idée de Dieu, dans le sens où Dieu peut être une force qui impulse une énergie, un mouvement, une création. C'est pour ça que je suis très sensible et j'espère que Ryan me fera le plaisir d'en reparler de sa théorie de la cime, où tu aurais quelque chose qui peut impulser et en fait, quelle que soit l'impulsion qui est donnée, au final, il y a une création qui peut en découler. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'homme a été créé par Dieu, par exemple. Dieu a créé les conditions pour que l'homme puisse être créé, selon moi. C'est tout. Ou alors, il a créé des systèmes, des galaxies, où la possibilité qu'il y ait la vie se développe. Parce que moi, je vous donne un scoop, hein. Sur Jupiter actuellement, il n'y a personne qui est en train de se prosterner devant un dieu à l'heure actuelle. Il n'y a que des microbes qui se baladent. Il n'y a Même pas pas. de vie au sens cognitif. Il n'y a pas de vie tout Moi, court, je crois. Sur Jupiter, ouais. pour l'instant, il n'y a pas de vie tout court. Hein. Et crois-moi que là-bas, il n'y a personne qui croit en Dieu, hein, là-bas. Sauf que quelque part, on a créé des conditions où il y a une force qui a créé une condition de vie, et après, derrière, il y a eu ce qu'on appelle l'évolution. Et pas l'évolution au sens la plus bête, façon darwiniste, non. Une évolution progressive qui fait que l'être humain a atteint la conscience de lui-même. Et tu le vois, ce mécanisme-là, par exemple, chez des singes, chez des ours, même des chats, des chiens, la perception du moi, elle est possible. C'est le moment où vous mettez un chaton devant un miroir et il est effrayé la première fois, jusqu'à ce qu'il comprenne en passant 10 fois devant le miroir qu'à chaque fois, il a en miroir justement ses propres déplacements qu'il intègre. Donc, en fait, il a une conscience de lui. Elle est juste pas développée au point de commencer à décorer de peinture sa grotte. Parce que moi, je vous le dis très clairement, je n'ai absolument rien contre les religions. Pourquoi? Parce que selon moi, toutes les religions sont une tentative, je pense, humaine, d'essayer d'expliquer quelque chose de plus grand qu'eux qui existe probablement. Et c'est pour ça que la plupart des textes religieux, à un moment donné, donnent lieu et place à quelque part des textes de loi. Ouais. Et donc, quelque part, ces lois qu'on suit, c'est dans l'idée qu'elles préservent l'espèce, en gros l'humanité, qu'elles préservent le fait de pouvoir perpétuer quelque chose. Parce que tout courant religieux s'accompagne du sacré et de la tradition. Et là, j'en viens à qui je suis. Bah, tout simplement, quand tu es né et qu'on te dit ton père est musulman, ta mère, en fait, elle est athée, mais son corpus de texte, si elle devait faire des Ave Maria, ce serait plutôt l'église baptiste anglicane. Tu te dis, ah ok, donc il existe, c'est pas juste Jésus sur une croix, c'est un peu tout à la fois, d'accord? Donc tu te dis, mince. De l'autre côté, j'ai un prophète, en fait, qu'il faut que je ne contredise absolument pas. Et donc forcément, tu es ouvert à la culture de l'autre. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'un père spirituel qui lui-même était juif. Et quand je lui demandais ce qu'il en pensait de la religion, il te dit, écoute, ça, j'en ai rien à foutre, moi je mange mon saucisson. Point. Locas, il y a Silo qui pose une bonne question parce que Oui, oui, oui. au vu de tout ce mélange et de cette confluence, est-ce que tu es représentatif du français moyen en étant binational avec autant d'influence? Et ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'être français en 2024 aussi. Voilà.
Je trouve que c'est pas mal comme question. Enfin, je sais pas Bah, si la ça te question va. est excellente et je réponds de but en blanc. Je réponds que je suis euh, un contre-exemple parfait de ce qu'est un Français moyen. Et au final, mon parcours de vie est tellement moyen que j'en suis un. Je, je vais essayer de développer ce paradoxe. C'est quelque part, j'ai pu observer, en fait, c'est plutôt mon témoignage qui est intéressant d'un point de vue français moyen. C'est ça que j'explique. C'est que n'ayant pas pour habitude, vu mon parcours, vu mon profil en fait, d'être étiqueté facilement. Et quand je dis étiqueté facilement, c'est j'ai pu voir par exemple des gens comme moi, hein, dont le père était algérien, musulman, devenir athée ou rester musulman. J'ai vu toutes sortes de trajectoires, mais parce qu'en fait, l'autre corélégionnaire, c'était l'origine qui était française. Donc c'est un profil qui est assez commun. Et quand en fait tu es, mais de définition même, un profil atypique à ce point, et ben en fait tu as une sensibilité plus grande pour l'homogénéité de la société française qui existe quand même. Et en fait, tu arrives plus facilement, selon moi, à analyser son devenir. Et c'est ça que j'ai toujours aimé sur cette chaîne-là, c'est la possibilité d'évoquer l'anticipation de ce qui allait se passer en France, parce que justement, ici se retrouvent des gens qui ont des profils qui rendent le mien au final banal, quoi. Hmm. C'est quoi être français en 2024? Parce que j'ai l'impression qu'il y a Bah, autant de définitions et puis il y a beaucoup de malentendus apparemment. Quand tu discutes avec les gens, voilà, c'est quoi être français en 2024, pas en 1820, hein, parce que là encore, c'était beaucoup plus simple. C'est quoi? C'est une couleur de peau, c'est une religion, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser, c'est une adhésion à certaines valeurs fondamentales. C'est quoi être français aujourd'hui? je ne sais pas si j'en donnerai une définition exacte, mais j'aimerais donner la mienne en tout cas. C'est pour moi être français, euh, c'est déjà aimer cette langue. Quand je m'exprime en français, j'adore faire appel à des mots que j'ai eu le plaisir d'apprendre. C'est un réel amour pour l'articulation des phrases entre elles qui font que je parle français. Moi, j'ai un amour profond qui va même au-delà de la France. J'ai un amour profond pour la francophonie. J'ai naturellement et instinctivement énormément de sympathie quand quelqu'un me dit qu'il est belge, quand il me dit qu'il est canadien ou qu'il vient de l'Afrique, pas d'Afrique généralement, mais allez, on va le dire, des anciennes colonies africaines où le français est encore présent. J'aime ça. J'aime écouter un Camerounais. Moi, j'ai une anecdote comme ça. Première semaine où j'étais étudiant dans ma ville d'accueil, je sympathise avec un Camerounais. Et au lieu de me dire, est-ce que tu as demandé l'autorisation pour faire ce que tu es en train de faire, as-tu demandé quitus seulement? Magnifique. Quitus. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est un mot comme ça. Tu vois, par exemple, nous, on dit les plaques de cuisson, les Belges disent les tacs de cuisson. Mais je dis, c'est quoi ce mot? Et je découvre que tac, c'était un nom anciennement utilisé à la place de plaque. Mais les Belges, les Ah, c'est- Canadiens, les Africains ah oui, francophones, ils enrichissent le français en mais fait. bien sûr, bien sûr. Tout comme une Aya Nakamura, au risque de choquer certaines personnes, enrichit le français avec sa manière de jouer avec les mots. Mais par contre, de là à la faire danser en petite tenue avec la garde républicaine, est-ce qu'on est obligé? Alors C'est toujours ça en fait. C'est la juste mesure lorsqu'on critique quelque justement, chose. justement, moi je vais faire exprès d'apporter la nuance, mais je le pense aussi. Le problème avec Aya Nakamura, voilà, je vais pas écorcher son nom, c'est que c'est pas un problème de couleur de peau, ça a choqué beaucoup de gens qu'elle chante Piaf parce que beaucoup de gens pensent qu'elle est pas représentative de la culture française parce qu'elle est très américanisée. Ce qu'elle chante, c'est du très bas de gamme, ça correspond pas quand même à une certaine qualité de la culture. Elle a pas été attaquée, enfin il y a plein de gens qui l'ont pas attaquée parce qu'elle était black, ils l'ont attaquée parce que tu vois, t'aurais mis une autre black qui chantait mais qui représente la culture française, ça serait passé crème. Et moi, je pense que ces gens-là, voilà, ils ont été traités aussi un peu de rachot, de ceci, cela, alors que non, il faut apporter aussi de la nuance. Elle chante, bon, t'as vu ce qu'elle chante, je veux dire, c'est, voilà, après tu chantes Piaf derrière. Il y avait quelqu'un d'autre, mais c'est
alors, je vais pousser un peu plus loin. Je pense que c'est fait exprès par ceux qui l'ont désigné, encore une fois, pour provoquer les gens, pour provoquer des réactions, pour que ça fasse débat, pour que les gens se divisent et en parlent sans nuance, en se traitant tous les noms. Et finalement, à la fin, voilà, c'est comme la cérémonie des Jeux, ça a été fait volontairement pour faire mal à des gens, notamment les chrétiens, et puis pour provoquer des débats. Et ces gens-là, voilà, ils font que ça. Voilà, c'est pour ça que moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que ce soit elle qui ait chanté. Bon, après, c'est mon point de vue, encore une fois, respectez-moi, je respecte le vôtre. Ouais, ouais, bien sûr, c'est un point de vue qui s'entend. Pour te dire, Aya Nakamura, c'est pas forcément ma came, mais je trouve au moins une chose, c'est elle représente quelque chose quand même. Je lui accorde de la dimension iconique. Vraiment. Parce que, en fait, bon, ah, bah, je vous le cache pas, j'ai bossé en radio. Donc, euh, que tu le veuilles ou non, quand il y a un son que tu retiens, il y a un travail derrière qui est intéressant. Tu vois, n'importe qui peut se moquer d'Aya Nakamura. On a tous en tête bla bla Pookie. On l'a tous. Même si c'est de la merde, hein. Ouais, ouais, On l'a. on est Tu vois, d'accord, moi, on est d'accord, Elokas. Moi, je me permets pas moi, j'écoute pas, j'aime pas ce qu'elle fait, mais je dénigre pas son travail, je l'attaque pas, je pareil, donne un point pareil. de vue, tu vois. Je la respecte en Moi, tant c'est que comme les femme, mecs en tant qui que... tombent sur Joule. C'est comme les mecs qui tombent sur Joule. Bah, allez voir à Marseille un peu ce que c'est. C'est un gars qui fait rêver les gosses. Ouais, C'est un gars qui donne toute sa place aux gitans dans la société française. ouais, ouais, Il faut ouvrir les yeux, en fait. Et Aya Nakamura, c'est une fille qui a donné la place et je vais parler crûment, je m'en fous, hein, mais ils comprendront ceux qui veulent bien comprendre mon propos qu'il est teinté euh, de pas d'empathie, mais de considération. Euh, Moi, il y a des filles black dans la société française qui ont été moquées pour leur forme, pour leurs origines, pour leurs accents, pour leur manière de danser, l'obsession qu'elles peuvent avoir parfois à aller dans des boutiques pour se mettre des rajouts de cheveux lisses. Tu sais, c'est une autre culture, c'est une autre mentalité. Et ces femmes-là, bah, elles se sont retrouvées là-dedans, quoi. Et comment ça a opéré ce charme? C'est une espèce de validation par la grosse blanche qui danse avec. C'est tout. Donc, chaque chose comme ça qui fonctionne à un moment donné, c'est comme, et j'en parlerai tout à l'heure, un mec comme Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui est critiqué de partout, mais moi, je peux pas entendre que le type n'a pas de talent. C'est des choses que j'arrive pas à entendre, comme Jul qui n'aurait pas de talent, qui n'importe qui pourrait. Bah faites-le ce qu'il fait. Le mec il joue avec un maillot de l'OM dans le stade Vélodrome. Il a des millions et des millions de personnes qui l'adorent. Bon, il a même réussi à lisser son image pour la rendre encore plus bon enfant. Ce qu'a par exemple très bien fait également quelqu'un comme Soprano. Enfin, faut savoir ce que c'est. Toi, tu le sais, Rayad, parle-en des mecs avec le physique de Soprano des Comores à Marseille. Il y en a beaucoup. Et ils n'ont bah pas des oui. destins comme ça tous. Non, mais après, il y a de tout. Je veux dire, les Comoriens à Marseille, il y en Ouais. a dans toutes les couches sociales, hein, de la très haute jusqu'en bas. Donc après, voilà. Après le rap, moi, je suis pas très. Non, mais juste deux trucs. Moi, j'aime pas le rap. Je suis désolé, j'ai du mal. Mmh. Donc voilà. Mais néanmoins, je peux quand même porter une analyse. Un mec comme Jul, moi, ce que j'entends, ce que je vois, ce qui se dit, c'est que le type, il a des valeurs, il a su rester simple. Il a un petit talent quand même. Il porte des bonnes valeurs. Donc très bien. Voilà, c'est bien. S'il y en a qui aiment ça, bah, tant mieux. Et lui, ça a l'air d'être un gars bien, quoi. C'est pas un connard, quoi. Tu vois? Mmh. Et tout ça pour dire qu'en fait, la diversité à la française, parce que tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'être français. Euh, moi, je pense que être français, et je suis obligé de penser comme ça. Et quand je dis je suis obligé de penser comme ça, c'est justement eu égard à ce que je vous ai décrit, mon profil atypique, mes origines diverses. Donc en gros, j'ai pas forcément de chapelle de repli, moi. Donc je suis obligé à penser que être français, c'est aimer cette langue, c'est aimer le drapeau, aimer l'histoire de ce pays dans lequel je vis, aimer sa topographie, ses reliefs, ça je le fais sportivement avec le vélo. Voilà, c'est tout ça pour moi être français. Mais je peux l'entendre que quelqu'un qui se considère comme sous-chien, après j'irai l'embêter sur la profondeur de ses racines et de son ancrement dans la terre s'il veut, mais quelque part je peux comprendre que cette personne-là aurait une autre vision
de ce qu'est être français. Il pourrait très bien me dire il faut qu'il y ait 3 ascendants sur le sol, il faut avoir participé à une guerre, je sais pas, il pourrait imaginer tous les critères. Et juste parce qu'il pourrait imaginer et qu'il serait en droit d'imaginer tous ces critères, ça me donne l'obligation, moi, en tant que Français souhaitant l'être, d'envisager cette possibilité et que justement, j'ai envie que cette personne ne pense pas comme ça. Qu'elle se dise, mais en fait, ce mec-là, donc El Locas, est français, qui viendrait à déconstruire son logiciel que je reconnais, que je peux valider, mais que je trouve trop sévère. Mais que je ne peux pas juger sévère actuellement, vu ce qui est en train de devenir la société française, justement. Ok, bah écoute, c'est une bonne réponse à Silo et je te laisse poursuivre. Alors, tu avais un générique, je crois, à passer. Est-ce que tu veux qu'on le passe là? Ouais, ce serait pas mal. C'est donc en gros, c'est le et ça va ouvrir le propos suivant. Voici comment fonctionne le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Ceux qui font le mal détestent la lumière. Ils ne reviennent pas à la lumière, de peur que leurs mauvaises actions deviennent visibles. Mais ceux qui sont dans la vérité viennent à la lumière. Leurs actions ont été accomplies en accord avec Dieu. Jugement. La lumière est venue dans le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas. L'homme qui croit en lui ne meurt pas. Mais obtiennent la vie éternelle. Mais pour en être son sauveur. Mais ceux qui ne croient pas ont déjà été jugés parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Est-ce que tu pourrais m'expliquer la genèse de tout ça? Il est excellent ton truc. Attends, t'as le micro coupé, attends. Vas-y. Ah, Voilà, c'est on bon. m'entend? Ouais, super. Alors ça, je vais te raconter. Tu sais, de temps en temps, tu peux réfléchir à une idée, des heures et des heures. Tu peux réfléchir à comment tu vas dire telle ou telle chose. Par exemple, euh, pour préparer cette émission, aujourd'hui, j'ai commencé à réfléchir de quoi je pourrais te parler. Est-ce qu'on va être plus dans l'actualité? Est-ce on va être un peu plus large dans l'évocation de certaines choses? Et t'as beau réfléchir, parfois t'as pas d'inspiration. Tu te dis bon bah je vais me laisser porter. Et ben c'est aussi possible en matière de création. Là en fait, ce qui s'est passé, j'étais sur TikTok et j'entends cette musique, tu sais il y a en fond là, et je me dis waouh, elle est géniale. Je vais chercher la musique. En même temps, sur YouTube, je me dis, tiens, j'aimerais bien voir s'il existe, si quelqu'un a déjà mis en scène, parce qu'en fait, c'est une erreur de croire que Jésus combat Satan. Ça, c'est dans la mythologie de jeux vidéo, quoi. Euh, et effectivement, il y a quelqu'un qui a fait ça. C'était Harry Sparks ou un truc comme ça. Et ce qui était complètement fou, c'est qu'il avait tout un tas de vidéos et je sais pas pourquoi, je prends cette vidéo-là et je l'encode et je reviens après, quelques minutes après avoir fait ça, allez, une petite heure après avoir fait ça, toutes les vidéos de ce mec-là ont disparu et j'ai jamais pu remettre la main dessus. Jamais. Donc j'ai découpé ce petit bout-là et il s'avère que c'était sur la période de Noël, c'était l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans, et je regardais le film La vie de Jésus. Et donc j'extrais le passage que vous entendez donc ça c'est du film La vie de Jésus. Et je fais le montage en même pas 20 minutes. Et je me dis waouh, ça claque, ça fait un joli jingle, voilà. Et je me dis avec 3 bouts de ficelle, on arrive à faire des trucs comme ça. Et il y a un côté frustrant parce qu'on se dit
on a fait ça, c'est un truc qui est plaisant, mais on n'a pas envie de s'enfermer là-dedans, quoi. J'avais pas envie d'en faire d'autres. Tu vois ce que je veux dire, Ryan, ce côté Mhm. frustrant de devoir faire tout artisanalement quand on a une envie. Alors qu'il y a des gens, ils ont justement la force et la superficie pour pouvoir proposer des choses, mais massivement, quoi. Mhm. C'est, Ah, après, mais il faut, c'est le jeu, hein. Après, il y a aussi un plaisir à le faire, à tout faire artisanalement, mais après, t'atteins vite tes limites, ouais. ouais, mais en fait, c'est pas que ouais, c'est pas que tu atteins tes limites, c'est que tu vois le produit et en fait, c'est à chaque fois le même mécanisme, quelle que soit l'entreprise, hein, que ça soit de monter une chaîne, de faire un site web, ou de monter 3 planches pour en faire un placard. Quand tu fais le truc toi-même, tu es content du produit fini parce qu'il ressemble à quelque chose et tu te dis mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça et là tu comprends en fait que tu dois dédier tout ton temps si tu veux être dans la perfection. C'est Et, ça, ouais. et c'est l'étendue du chemin à accomplir qui des fois, et là j'espère qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans le chat quand je dis ça, mais c'est l'étendue du travail à accomplir que tu as conscience que tu dois fournir qui fait que tu l'accomplis pas. Et très souvent des gens qui accomplissent des trucs incroyables, c'est tout simplement parce qu'ils sont trop cons pour avoir analysé a priori le temps que ça leur prendrait, quoi. C'est ça qui est fou. C'est, Ouais, c'est, ouais, 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 ouais. Ça rejoint un peu heureux sont les simples d'esprit, mais pas simples d'esprit pour le coup. C'est genre peut-être un brin moins intelligent. Parce qu'en fait, c'est ça l'intelligence, c'est que c'est anticiper en permanence les conséquences en matière de risque, de temps, de coût, etc., etc., quoi. Et d'objectifs, puisque si ton C'est objectif ça, c'est de faire tourner une chaîne, tu vas consacrer beaucoup de temps, tu vas consacrer beaucoup de travail, et tu seras quand même intelligent parce qu'il va falloir rationaliser. Et donc, c'est parce que ça. sinon, tu peux pas tout faire. Tu peux pas à la fois faire une veille et on parlera de l'Ukraine, les amis, tout à l'heure. Je sais que ça chauffe et Bien sûr. il y a peut-être un feu d'artifice cette nuit sur Kiev, on verra, parce qu'il y a une analyse à faire. Donc on verra tout ça, mais c'est Je l'invité changerai qui le décide drapeau des thèmes. derrière. Voilà, c'est l'invité qui décide des thèmes. Et donc le truc, c'est tout dépend de ce que tu veux faire effectivement et comment tu veux le faire et enfin voilà quoi. Enfin bref, c'est pas une réponse Et super pour, probante, désolé. non, elle est parfaite. Et le truc qui est sympa avec le clip, c'est qu'au final, tu vois, il, il est un peu tape à l'œil, dans le sens où on se dit, mais quelle est la signification derrière? Et en fait, ce que j'essaie de proposer dans ce clip, c'est de dire aux gens qu'on n'a pas forcément besoin d'être croyant, ou qu'on n'a pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, toute croyance, à un moment donné, l'esprit doit l'imaginer avec son époque. Et ce clip-là, en fait, il est conçu à la manière de l'époque. On mélange du sacré avec de la musique, on mélange du sacré avec une logique de comique, hein, de super-héros, de Marvel presque, c'est ça l'idée. Et en fait, cette production, elle est quelque part blasphématoire à mort, quoi. Mais d'un autre côté, ben, la beau être blasphématoire, c'est pas le premier truc auquel on pense. Tiens, c'est biblique comme message. Tiens, c'est philosophique. Et en fait, c'est tout le paradoxe de cette société que j'ai peut-être de manière un peu impétueuse présentée là. Mais c'est ça que j'ai voulu traduire. C'est, au fond, on est foutu. Quand je dis on est foutu, c'est tous autant que nous sommes. On est en train de s'arc-bouter. Et là, vraiment, je me livre sur ce que je pense de la société là. Donc là, si tu veux, Ryan, on est rentré dans la deuxième partie, si tu veux bien. Ça roule. C'est en fait, ça va être une approche un peu philo de nos vies. Et quand je dis nos vies, je vais être volontairement généraliste, quoi. Je veux pas rentrer dans le privé de chacun, c'est-à-dire quel est ton culte, quelle est ta voiture, quel est ton boulot. Non, non, c'est pas ça. C'est que malgré toutes les différences, les singularités de chacun, on est quand même tous guidés par des invariables. Et depuis la nuit des temps, on doit se chauffer, on doit se loger, on doit manger, on doit s'entretenir physiquement. Ça, c'est des choses qui changent pas trop. Mais tout le reste, en fait, c'est le comment on le fait. Et sur quoi on s'appuie pour
quelque part ne pas souffrir de son passage, parce que quand je dis passage, c'est la naissance et la mort. Et là, en fait, c'est là que les religions interviennent et sont intervenues pendant des millénaires. Et elles ont été différentes en plus, les religions au fil de ces millénaires. Depuis que l'homme, en fait, est sorti de sa caverne et est passé à autre chose, à de la peinture de trois bisons qu'il a découpés. Je sais pas si c'était des bisons. C'est quoi qui chopait notamment Des aurochs. Des aurochs. Ok. Ok, des aurochs. Des aurochs et des oranges, tu vois, il peint les trucs. Donc il sort de sa caverne, il arrête de tirer sa femme par les cheveux. D'ailleurs, il la couvre un petit peu parce qu'il faisait